La preuve, encore une fois, que tout est connecté, c'est ce que je vais te prouver dans ce podcast avec ma pensée en arborescence qui part dans tous les sens. Bienvenue dans mon nouvel épisode. Je te parle souvent dans ce podcast, dans mes articles, dans mes mails. D'ailleurs, j'ai relancé les mails, pense à t'inscrire, les liens sont dans la description. Et donc, je te parle souvent que tout est connecté. Je te dis, voilà, si tu veux un jardin, enfin, si tu veux faire un potager, pense écosystème. Même si tu as 10 mètres carrés sur un balcon en ville, pense écosystème, pense connexion, pense pas uniquement qu'est-ce que je vais planter comme variété de tomates et est-ce que je mets un œillet à côté de ma tomate, comment est-ce que je me débarrasse des escargots. Non, pense comment est-ce que je crée un écosystème. Et je l'ai prouvé, moi, sur ma terrasse de moins de 10 mètres carrés, que j'ai jardiné pendant presque 10 ans, hein, entre 8 et 9 ans, et ben j'ai réussi à créer un écosystème sur 10 mètres carrés. Donc c'est-à-dire que j'avais à la fois des cultures potagères, à la fois des fleurs, à la fois dans mes pots de fleurs, j'avais tout un écosystème dans le sol, donc j'avais un sol vivant, c'était pas du terreau, donc j'avais des vers de terre, j'avais des cloportes, j'avais plein de choses dans mon sol. À la fois, j'avais aussi des abris pour les insectes, ça pouvait être le paillage de mes pots, ça pouvait être des petites bûches de bois avec des trous pour que les abeilles puissent venir. Ça pouvait être des abris pour les coccinelles. Ça pouvait être aussi des plantes mortes que je laisse sécher et qui sont des abris pour les animaux. J'avais aussi plusieurs moyens de créer de la fertilité, etc., etc. J'avais une serre et tout ça sur moins de 10 mètres carrés. Et donc c'était un écosystème, c'était pas juste un dépôt avec des tomates à l'intérieur. Il y avait tout un écosystème. Et voilà, j'étais pas mal bassiné là-dessus si tu me suis depuis longtemps. Et aujourd'hui, donc je vais te prouver dans ce podcast pourquoi c'est important et comment on fait. Tu vas voir par un exemple super intéressant, on va parler de la forêt. On va parler de ce grand écosystème qu'est la forêt, qui est un super bel exemple en lui-même. On pourra même aussi regarder un petit peu plus près juste d'un arbre, comment fonctionne l'arbre, pour lui, comment il est connecté aux autres et comment dans son fonctionnement il a besoin d'être connecté aux autres. Donc voilà, je t'invite à te poser, peut-être aller faire une petite balade, à faire du sport, ou peut-être faire une petite activité. Voilà, on est sur un podcast, donc tu peux prendre tes oreillettes, ta petite enceinte portable, et on va essayer de faire un petit voyage ensemble pour comprendre pourquoi tout est connecté, pourquoi c'est important, et je pense que ça va grandement t'inspirer pour aménager ton jardin, peut-être pour faire quelques améliorations et un petit peu te faire dézoomer du potager, essayer de prendre un peu de recul. C'est tout le sujet de ces podcasts que je fais. Donc voilà, pense à t'abonner aussi. Et puis c'est parti. En gros, moi je voulais te parler de la forêt, du fonctionnement de la forêt en écosystème. Et on va imaginer, voilà, là on est début février, voilà, imagine, voilà, on est en plein hiver et t'as la forêt. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Il y a de temps en temps, quand il fait une journée un petit peu plus douce, où il y a un peu moins de froid, un petit peu moins d'humidité, bah, de temps en temps, on a quelques animaux où c'est un peu plus actif. On a même des fois quelques humains, quelques personnes qui viennent se balader dans la forêt. Et, euh, et voilà, c'est quand même l'hiver, les arbres sont au repos. D'ailleurs, petit aparté, je te conseille un film là qui est au cinéma en ce moment, c'est Le chant de la forêt, si je me trompe pas. Je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est Clément Meunier, mais tu vas voir Le chant de la forêt. C'est un super film pour faire un bain de forêt. Moi, je suis allé le voir par hasard, pas le soir de Noël, mais quelques jours après Noël. J'avais rien à faire et puis tu vois, je me suis dit, je vais aller au cinéma voir ce qu'il y a. Puis il y avait ce film et ça a été vraiment une super découverte. Je vais pas t'en dire plus. En gros, c'est un bon bain de forêt hivernal. C'est comme ça aller dans la forêt en hiver, mais sauf que tu vas avec le film, il y a quand même une belle histoire derrière, t'apprends des choses, et puis c'est aussi un moment de détente où tu fais un bain de forêt avec des sons de la forêt l'hiver. Ça change un peu des documentaires qu'on a l'habitude de voir qui sont plutôt au printemps ou l'été. Et vraiment, un film que je te conseille d'aller voir. Fin de la parenthèse. Donc, on est dans la forêt en hiver, et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on va reprendre
le cycle d'un végétal. En gros, les arbres, les arbustes, les plantes, tu sais, l'hiver, elles se mettent au repos. Alors l'été, voilà, les arbres et tout voilà, ils ont des belles feuilles, ils ont fait des belles fleurs, et plus le froid arrive, plus les journées diminuent, plus l'arbre il se met plutôt au repos, il sait que l'hiver va arriver. Bon, il le sait pas forcément, mais justement, tu vas voir pourquoi il le sait. Donc petit à petit, l'arbre, il perd ses feuilles, enfin ses feuilles vont commencer à jaunir, il va commencer à perdre quelques feuilles, il va faire des feuilles plus petites, enfin tu vois, il va petit à petit se mettre au repos, perdre ses feuilles. Pour les arbres caducs, on a des arbres qui sont persistants, arbres, arbustes, hein, on parle de végétaux en général, tu as des végétaux qui sont persistants, qui vont garder leurs feuilles tout l'hiver, ils vont garder leur feuillage, et il y en a d'autres qui vont perdre leur feuillage. Et il y en a d'autres encore, j'ai oublié le nom, tu me le marqueras en commentaire, qui eux ont les feuilles qui meurent, quand même, elles meurent, mais elles restent accrochées aux arbres, comme par exemple le chêne ou le charme. Et donc voilà. Donc voilà, on a ce cycle comme ça, où l'hiver, l'arbre se met au repos, il perd ses feuilles, il concentre tout sur ses racines. Et au printemps, il refait remonter la sève, qui fait des nouvelles feuilles jusqu'à l'été, où ça va super bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme tu l'as remarqué, ils font pas ça au même moment. Déjà, il y a certains arbres qui vont commencer par faire des feuilles, et d'autres arbres qui vont plutôt attaquer directement avec les fleurs. Souvent, ça va être tout ce qui est prunier, cerisier, poirier, pommier. Ils vont commencer par faire des fleurs, et une fois qu'ils ont fait leurs fleurs, ils vont faire les feuilles, et ils vont entamer l'été comme ça, quoi. Et il y a d'autres arbres, ça va être d'abord les feuilles et après les fleurs. Donc déjà, il y a ça. Donc déjà, ils fonctionnent pas tous pareil. Ensuite, il y a un autre truc, c'est qu'ils le font pas en même temps. Là, dans le dernier podcast que j'ai diffusé la semaine dernière, normalement, enfin début février, quoi, on a eu, j'ai parlé de l'ail des ours. Alors moi, j'ai remarqué un truc, comme je dis dans ce podcast, c'est que l'ail des ours, je trouve, à mon sens, j'ai pas suffisamment assez de recul, je trouve que cette année, l'ail des ours, il est quand même sorti assez tôt. Voilà, déjà début février, c'est la première fois que je le vois aussitôt. Donc après, voilà, je sais que tous les ailes des ours ne sortent pas en même temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, je sais pas, le 15 mars, dans ton jardin, t'as un cerisier et il se met à fleurir, je dis n'importe quoi, c'est pas parce qu'il fleurit à ce moment-là que tous les cerisiers du monde entier fleurissent au même moment. Donc déjà, en fonction de plein de caractéristiques de microclimat, il va y avoir quelques jours, quelques semaines de décalage, guère plus. Mais quand même, cette année, la première semaine de février, j'ai vu de l'ail des ours sortir de terre. Et il était déjà sorti depuis au moins une semaine ou deux. Donc ça voulait dire que presque fin janvier, faudrait que je regarde la date, mais je pense qu'on était la première semaine de février. Hein, quasiment sûr, dans les 10 premiers jours de février. Donc ça voulait dire que fin janvier, il y avait déjà de l'ail des ours à cet endroit-là où j'étais. Parce que effectivement, là, j'en vois encore à certains endroits où il n'y a pas encore d'ail des ours, et je sais qu'il y en a. Et il y en a à certains endroits qui sont un petit peu en retard par rapport à ce début février, qui sont sortis il y a une petite semaine. Donc ouais, mais en fait, on est que le 14 février, donc à ce moment où je tourne ce podcast, on est 14 février, et je vois de l'ail des ours à peu près partout déjà. Donc ça veut dire que soit moi j'ai pas assez de recul et finalement c'est normal, soit vraiment cette année il y a peut-être un petit peu d'avance sur la saison, peut-être que c'est un signal de quelque chose. Voilà, on est en 2026, février 2026, peut-être qu'il y a un signal, peut-être que ça voudra dire quelque chose. Mais voilà, après moi, comme tu le sais, j'ai aussi déménagé, j'ai changé de région, donc peut-être que ça joue. Alors que finalement, la région où je suis, il doit y avoir du retard par rapport à où j'étais avant, donc bref. Voilà, peut-être qu'il y a un petit signal cette année comme ça, comme quoi il y a un petit quelque chose qui se passe. Pourtant, on n'a pas eu beaucoup de chaleur ces derniers temps. On n'a pas l'impression d'avoir de l'avance sur le printemps. Il y a pas mal de pluie. Et d'ailleurs, la pluie, elle doit certainement jouer, parce que c'est vrai que les sols sont gorgés d'eau. On a parfois un peu de soleil, donc peut-être que ça joue aussi là-dessus. Et justement, ça va rentrer en lien avec ce que
je voulais mettre en lumière dans ce podcast. Donc comme je disais, toutes les différentes plantes, tu as le chêne, le noyer, le châtaignier, etc., etc. Toutes les plantes ne se réveillent pas du printemps au même moment. Donc là, on a eu le noisetier, on a le perce-neige, on a eu l'ail des ours, tout ça. Et il y a d'autres plantes qui vont plutôt se réveiller, comme par exemple le lilas. Il va plutôt se réveiller dans presque quelques mois, hein, plutôt au mois d'avril. Je sais pas exactement. Voilà, tu as d'autres plantes qui vont se réveiller plus tard, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Alors c'est compliqué, je saurais pas te dire exactement, mais en gros voilà, toutes les plantes, déjà il y a une chose, c'est que toutes les plantes ne viennent pas du même endroit. Aujourd'hui on vit dans un monde, un territoire, où on a pas mal, même complètement façonné le paysage. C'est-à-dire que tout autour de nous, même dans les forêts, dans toute la France, il y a quasiment plus aucun endroit où l'homme n'est pas intervenu pour, je sais pas, déboiser, nettoyer ou faire quelque chose. Donc de partout déjà, nous, on a fait quelque chose et de par notre activité, on a aussi introduit des plantes. Donc déjà, on a des plantes qui sont naturellement présentes sur notre territoire. Je parle en France, mais c'est partout dans le monde comme ça, qui sont pas forcément indigènes, qui sont pas forcément naturellement venus ici. Déjà, il y a ça. Et donc, ça veut dire que naturellement, on va avoir des plantes qui sont pas adaptées au même climat, à la même météo, au même climat surtout. Il y a une différence entre climat et météo, mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc, ça veut dire que des plantes vont se réveiller à un certain moment et d'autres vont rester encore en dormance, comme on dit, pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois avant de se réveiller. Et pourquoi? Alors, pourquoi il y a cette raison-là qui fait que des fois il y a des plantes qui sont pas forcément indigènes, donc ça joue. Mais voilà, il y a d'autres raisons. Il y a sûrement la sélection naturelle qui a fait que certaines plantes ont survécu à d'autres. Et en fait, ce qu'il faut savoir, à un moment donné, il y a même pas un moment donné, justement, c'est pas à un moment donné, c'est dans toute l'histoire de la Terre, finalement, dans ces 4,6 milliards d'années, même un petit peu moins parce que les végétaux, ils n'étaient pas là tout de suite. Mais dans toute l'histoire de l'apparition des végétaux et autres, bah en fait, il y a eu tout un tas de végétaux qui ont essayé des stratégies différentes. Qui ont essayé soit de commencer à faire des fleurs après les feuilles, soit à faire d'abord les feuilles, puis les fleurs, à commencer euh, tôt dans la saison, d'autres un peu plus tard, etc. etc. Et hasard de la nature, hasard de l'écosystème, il y a certaines plantes qui ont prospéré et d'autres qui n'ont pas prospéré du tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a différentes stratégies dans la forêt, différentes stratégies qu'ont créé les végétaux. Ils n'ont pas forcément créé, mais les plus forts ont survécu, on va dire. Les plus adaptés ont survécu. Les plus robustes, hein, on est dans la robustesse. Et donc les plus robustes ont survécu. Et donc c'est pour ça qu'on a toute cette variété de stratégies, donc des fleurs plutôt en premier, des fleurs, des plantes qui se réveillent plutôt en février, d'autres plutôt au mois d'avril, etc. Et donc déjà il y a ça. Et on va maintenant rentrer dans le cœur de ce podcast, qui est cette notion d'interdépendance, cette notion de comment tout ça fonctionne. Et cette notion d'écosystème, de lien, c'est là on rentre dans le cœur de la permaculture, le cœur du design, où justement on va placer des éléments dans son jardin au bon endroit pour qu'il y ait des interactions bénéfiques et des écosystèmes qui soient cohérents au fil des saisons et aussi dans l'espace. Et en fait tout ça, ça joue avec des interactions, pardon. Donc dans la nature, la forêt, y a des choses qui fait que chaque arbre, dans ses gènes, dans son ADN, dans ce que tu veux, il est programmé pour, à un moment donné, se dire toutes les conditions sont réunies pour que je commence à faire des feuilles. Donc il va faire ses bourgeons, etc., etc. Après, il va faire son cycle. Ça, le cycle, il va le dérouler. Mais il y a aussi ce truc où, à quel moment je le déroule. Et en fait, il y a plein de caractéristiques environnementaux qui font que la plante, elle se dit, là, c'est bon, c'est parti, j'envoie la feuille, j'envoie la fleur.
Et tout ça, en fait, en gros, c'est une science qui s'appelle la phénologie. Je te laisserai aller voir, mais là, je vais vraiment je vais rester général, hein. Et en gros, il y a plusieurs facteurs. Il y a même, je vais te les dire, les 3 facteurs principaux. Ouais, c'est ça, les 3 facteurs. Et tu verras qu'il y en a d'autres. Il y en a sûrement qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre. Mais déjà, le premier facteur, ça va être la durée des journées. Donc, tu sais, les jours rapetissent à partir du 21 juin. En général, à partir de du 21 juin, c'est la journée la plus longue de l'année. C'est là où on fête la fête de la Saint-Jean. Là, c'est la fête de l'été, tout ce que tu veux. Et c'est la journée la plus longue de l'année. Puis après, ça diminue jusqu'au 21 décembre, où là, on est sur le solstice d'hiver. Et on a la journée la plus courte de l'année. Là, je parle vraiment en France, du côté de chez nous, hein. Et c'est après que les journées s'allongent. Et du coup, à partir du 21 décembre, il fait jour de plus en plus, quoi. Il fait de plus en plus tôt jour et de plus en plus tard. Et donc les journées s'agrandissent. Et ça, c'est un premier signal pour les plantes. Ça, elles disent, ah, ça y est, les jours s'agrandissent, voilà. Le soleil se lève plus tôt, il se couche plus tard, de jour en jour. Donc ça, c'est un premier signal. Certaines plantes vont le prendre en compte et vont l'ignorer parce qu'elles ont besoin d'autres signaux. Et d'autres plantes vont commencer à se réveiller, comme par exemple le noisetier. Je ne sais pas précisément si le noisetier, lui, il est calé sur le cycle jour-nuit, s'il n'y a pas d'autres interactions. Mais le noisetier, on peut dire que c'est un pionnier dans l'écosystème de la forêt, du moins dans cette vision de cycle jour-nuit, ou moins plutôt de l'espace-temps, plutôt du temps, on va dire. C'est un peu un pionnier qui dit, ah, il y a quelque chose qui se passe, moi je me réveille en premier, c'est parti, avec le perce-oreille, etc., etc. Donc il y a ce truc de jour-nuit. Ensuite, il y a un autre truc qui va être la température. Alors, c'est pas. Il y a certaines plantes qui vont se dire, bah voilà, à 25 degrés, moi, c'est bon, je vois que les jours ils grandissent, il fait 25 degrés, moi, c'est bon, c'est validé, c'est ok, j'envoie la sève et les premières feuilles, elles sortent. En gros, ça se passe comme ça. Dans le détail, c'est pas parce qu'une journée il va faire 25 degrés, la plante elle va dire c'est bon, on envoie la sauce. Elle va juste dire ah, là c'est un signal, il fait 25 degrés. Bon, on va attendre qu'il y ait quand même d'autres signaux positifs, peut-être d'autres journées à 25 degrés, ou peut-être d'autres signaux, comme on verra. Donc voilà. Mais en gros, la température, c'est aussi un signal pour les plantes pour ça, quoi. Donc on peut voir déjà que les plantes, elles sont énormément connectées au cycle on va dire, de l'univers, de la galaxie, quoi, du soleil, tout ça, le cycle jour-nuit, tout ça. Elles sont aussi connectées donc aux températures, donc par rapport aussi à la position du soleil, etc. Toujours dans cet espace de l'univers. Mais elles sont pas uniquement connectées à ça. Elles sont aussi connectées à d'autres informations qui sont au sein, on va dire, de leur mini-écosystème. Faut pas... il y a l'écosystème, on va dire l'univers, après dans l'écosystème, il y a d'autres écosystèmes, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et en fait, tout est connecté. Enfin bref, on va pas se perdre non plus trop de partout. Mais donc, le cycle jour-nuit et les températures. Et après, il y a d'autres signaux qui peuvent être super intéressants. Là, je les ai pas tous. J'ai pas fait de recherche spécialement. C'est juste des choses que naturellement, à force d'observer, à force de lire des choses, de comprendre des choses, que je comprends la nature. Et c'est aussi pour ça que je te partage ça ici. C'est pour ça qu'il y a ce podcast. C'est pour partager aussi mes découvertes et tout ça. Et en fait, je sais pas si t'as déjà entendu parler, j'ai plus le nom, en fait, il y a une étude qui a été faite, et il y a certaines fleurs, certaines plantes, donc qui sont dépendantes d'un seul insecte. Tu sais, c'est pour ça qu'on parle souvent aussi en ville, on ne doit pas forcément trop mettre de ruches, parce que si on met trop de ruches, les abeilles des ruches, elles vont butiner toutes les fleurs, et du coup, elles vont, il y a je trouve que c'est pas vraiment, il est pas top mon exemple,
Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même cette concurrence entre les abeilles sauvages et les abeilles qui sont des abeilles domestiques par l'homme. Il faut savoir que dans toutes les espèces d'abeilles, je crois qu'il y en a plusieurs centaines, peut-être 800 en France. Si je me trompe pas, tu me diras en commentaire si je me trompe. Mais sur les 800, il y en a une seule qui vit en colonie. C'est les abeilles qu'on connaît nous, qui font des ruches, tout ça. Mais sinon, toutes les abeilles, elles vivent en solitaire, elles font leur truc à leur sauce. Elles vivent pas en colonie du tout. C'est juste une seule espèce. Et cette espèce, elle fait beaucoup de concurrence aux autres espèces parce que elles sont de plus en plus présentes et du coup, elles vont butiner tout le pollen et les autres espèces, elles ont de moins en moins de pollen à disposition et elles meurent petit à petit. En fait, elles arrivent pas. L'espèce disparaît petit à petit parce que les ressources sont moins disponibles. C'est-à-dire qu'il y a moins de fleurs à butiner. Donc, elles disent, moi, si c'est un peu la merde, s'il n'y a rien à manger, on va pas faire de bébé, tout simplement. Et quand des espèces disparaissent, il y a certaines espèces qui vont disparaître et elles vont apporter avec elles une espèce de plante. Parce que les plantes sont dépendantes à la pollinisation d'un seul et unique insecte. Et si cet insecte disparaît, la plante disparaît avec. Bref, en gros, je sais plus ce que je voulais dire, mais si, voilà. Il y a, je crois que c'est un papillon ou un bourdon, mais bref, un insecte pollinisateur. Ils ont fait un test et en gros, ils ont remarqué qu'une plante, en fonction de la vibration des ailes des insectes qu'il y a autour d'elle, elle va savoir quel est le bon insecte. Quand il y a le bon insecte qui est capable de butiner spécifiquement sa fleur, elle reconnaît aux vibrations des ailes, etc., etc. Elle sait que c'est le bon insecte parce qu'il y a les bonnes vibrations. Et du coup, elle va sécréter plus de nectar, plus de pollen pour encore attirer, pour dire à l'insecte, je suis là, viens me butiner. Donc ça a été prouvé scientifiquement, tout ça. Et donc, en revenant à notre histoire en fait, on voit bien qu'il y a des signaux dans la nature qui sont créés par un insecte pour une plante et qui vont avoir un impact sur on va dire les actions ou les stratégies où voilà, la fleur, elle entend une certaine vibration, paf, pour elle c'est un signal, elle déclenche quelque chose. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, tout fonctionne comme ça en fait. Il y a sûrement plein de choses qu'on ne sait pas en fait. Genre, je sais pas, le fait que de nouveau il y ait une activité au niveau, je sais pas, il y a de plus en plus de chevreuils et les chevreuils ils se déplacent, etc. Ils se mettent à courir, je sais pas quoi, et les arbres ils peuvent reconnaître, tu vois, ce signal. Et il peut y avoir plein de choses comme ça, comme le retour de certains oiseaux. Il y a les hirondelles aussi qui reviennent à un certain moment. Quand elles arrivent, elles doivent déclencher des signaux positifs pour peut-être une plante, peut-être un autre insecte. Donc en fait, tout est connecté de par les interdépendances, comme par exemple cet exemple de la fleur et de l'abeille solitaire la fleur qui dépend que d'une seule espèce, et quand cette espèce disparaît, la fleur disparaît. Comme l'exemple de l'hirondelle, comme tous ces exemples. Voilà, en gros, tout est connecté dans l'écosystème. Et en fait, les plantes, que ce soit les plantes de ton jardin, les plantes de tout ce que tu veux, en fait, elles sont tout le temps en train de surveiller un tas de caractéristiques, les cycles de jour-nuit, les températures, les bruits, les mouvements, les vibrations, toi qui viens l'arroser, toi qui viens la planter, qui viens lui tailler une branche, etc., etc. Tout ça, c'est des signaux qu'elle interprète et qui va influencer son comportement. Donc voilà, c'est une chose que je voulais parler dans ce podcast. En gros, comme je disais, ça c'est de la phénologie. Donc c'est scientifiquement, il y a plein d'expériences qui ont été prouvées, c'est théorisé je crois depuis déjà le 19e siècle. On a aussi en France, comment il s'appelle, je crois que c'est la chaîne Le Jardinier Paresseux, qui a écrit, qui fait énormément de vidéos super intéressantes. Je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube, et qui a aussi écrit des bouquins, 2 ou 3 bouquins, je sais plus. Et des fois, il a vraiment cette vision de la phénologie lui aussi. Il est toujours en train de surveiller quels sont les signaux dans la nature qui varient. Enfin voilà, il fait toujours le point sur son jardin dans ce prisme de la phénologie.
Je trouve que c'est intéressant. Je crois qu'il en parle pas énormément, mais c'est vraiment ce travail qu'il fait là. Et bon, après, ça fait un moment que j'ai pas regardé ses vidéos. Je sais pas aujourd'hui. Je sais qu'il des fois il s'arrête pendant des années, des mois. J'ai vu qu'il était un petit peu en activité ces derniers temps, mais je suis pas trop allé voir ce qu'il fait. Mais voilà, il a toujours eu cette vision de voir son jardin en mode euh, observer, voilà, les différences avec l'année dernière, il y a 10 ans, etc. Donc voilà. Bref, tout est connecté. Si tu es d'accord avec moi, si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, dis-le moi en commentaire, laisse un pouce pour le référencement. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain épisode. Et puis pense à regarder dans la description, il y a des liens pour retrouver mon site et puis s'inscrire à la newsletter. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Voilà, il va y avoir du mouvement. Sur ce, je te laisse et aussi, j'allais oublier une chose. En ce moment, il y a Permaculture Design qui sort un truc de ouf, qui sort un abonnement annuel où il va créer une communauté en fait, où toutes leurs formations sont accessibles. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver dans cette communauté. Là, il y a jusqu'au 1er mars pour rejoindre la formation. Enfin, l'atelier, ça s'appelle. C'est donc une communauté, un espace membre où tu as plein de choses, tu as toutes leurs formations disponibles à un prix dérisoire. Je t'invite à aller dans la description, il y a un lien pour aller voir ça. Tu as jusqu'au 1er mars, après les prix vont monter, mais là, franchement, ça vaut vraiment le coup de rejoindre maintenant. Voilà, sur ce, je te laisse et on se retrouve dans un prochain épisode.